Europe 1 Soir. 19h, 21h, Rudy Saada. Emmanuel Macron aura été le premier à prendre la parole à l'issue de la visioconférence du jour. Elle réunissait Volodymyr Zelensky, les partenaires européens et Donald Trump. Objectif, rappeler la position de l'Ukraine avant le face-à-face tant attendu entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi. Le président français, pour qui les questions territoriales ne seront pas négociées, en tout cas elles seront négociées que par Volodymyr Zelensky. Écoutez Emmanuel Macron. Plusieurs messages sont ressortis de l'échange que nous venons d'avoir et qui sont à mes yeux très importants. Le premier, c'est que le président Trump a été très clair sur le fait que la volonté américaine était d'obtenir un cessez-le-feu à l'occasion de cette réunion en Alaska. Et c'est très important qu'à l'occasion en effet de cette réunion, il puisse y avoir un cessez-le-feu qui soit obtenu par les États-Unis d'Amérique, et nous soutenons cette initiative, en même temps que de nouveaux échanges de prisonniers et des libérations d'enfants. Le deuxième élément sur lequel les choses ont été très claires et exprimées ainsi par le président Trump, c'est que les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées, ne seront négociées que par le président ukrainien. Et pour décrypter cette séquence, nous sommes en studio avec nos débatteurs du soir. Vincent Roy, écrivain et journaliste, bonsoir. Bonsoir. Et Gilles Boutin, journaliste au Figaro Économie. Bonsoir. Et notre invité, donc ce soir, je vous le disais, est le politologue et communicant Jean-Christophe Gallien. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Dans cette séquence et dans ce qu'on vient d'entendre, est-ce qu'Emmanuel Macron a réussi à exister, ou plutôt est-ce qu'il a réussi est-ce qu'il n'a réussi à ne pas exister? Enfin, est-ce qu'il n'a pas réussi à ne pas exister? Voilà, c'est ça ma question. C'était compliqué parce qu'évidemment le contexte était plutôt favorable au chancelier allemand, ça se passait chez lui, donc il jouait à domicile dans un contexte où effectivement ensuite d'autres chefs d'État et de gouvernement européens participaient à une réunion de préparation effectivement à quelque chose qui allait être qui est une rencontre informelle et indirecte entre Zelensky et monsieur le chancelier Merz et Donald Trump. Donc c'était pas facile, même si au fond une large partie des conclusions de cette rencontre sont sinon exactement celle que Emmanuel Macron pose depuis un certain nombre de semaines, en tout cas s'en rapproche. Donc il y a quelque chose qui peut représenter à la fois une difficulté à être le leader incontesté et incontestable de cette démarche, et en même temps celui qui finalement a quand même aussi porté une partie de ses positions jusqu'au bout. Alors Jean-Christophe Gallien, Emmanuel Macron a aussi parlé d'un réveil de l'Europe ces derniers mois. Pourtant, l'Europe apparaît faible, divisée. On l'a vu là dans les négociations sur les droits de douane avec Donald Trump il y a quelques jours. C'est très clair. On a vu une difficulté collective et qui est très largement liée à ce qui reste des divisions à l'intérieur de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a, aujourd'hui, on voit bien qui était réuni autour de la table. Une Europe qui est otanisée. Il y avait la Finlande, donc et orientalisée. On a vu la Pologne. Évidemment, il y a des fondamentaux qui sont ceux de la France, de l'Allemagne, de l'Italie. Et puis voilà. Donc on est dans un contexte qui, pour le coup, sur d'autres sujets, et notamment sur les sujets commerciaux économiques, vous avez aujourd'hui beaucoup d'enjeux qui sont régulés par une dimension bilatérale, chacun jouant un peu sa partie pour éviter d'être frappé trop fortement, alors même qu'effectivement un grand nombre d'enjeux économiques et d'enjeux notamment autour de ces droits de douane sont de la compétence de l'Union européenne. Maintenant, Madame von der Leyen, elle est partie un peu au feu toute seule, évidemment avec une feuille de route, mais dans un contexte qui était peut-être pas très bien préparé. On nous dit que ça changera après, c'est difficile. Là, on est sur un autre enjeu, mais qui participe aussi de la présence géopolitique, de la réalité géopolitique de l'Union européenne dans un contexte où, au cœur de son continent, il y a un conflit avec un pays qui a été attaqué, avec un ogre géopolitique qui veut et qui va rencontrer l'agresseur sur son propre territoire, à quelques kilomètres d'ailleurs du territoire de l'autre, dans un enjeu qui est peut-être celui évidemment de l'Ukraine, mais on va parler de l'Arctique, on va parler de beaucoup d'autres choses, mais en même temps, Donald Trump va rencontrer physiquement Vladimir Poutine, alors que celui-ci, par exemple, ne peut pas aller partout dans le monde parce qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui interpelle l'Union européenne et qui doit absolument réagir sur l'aspect sécuritaire sur son propre continent. Alors, à l'issue de cette visioconférence, Donald Trump a parlé, je cite, de gens formidables pour qualifier les Européens. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de mépris là-dedans, ou est-ce que le président américain a bien entendu ce qu'avaient à dire les Européens, le message qu'il voulait lui faire passer ? Je crois que là, on ne saura cela que lorsqu'il y aura des déclarations communes, s'il y en a vendredi prochain en Alaska. Je pense que pour l'instant, on ne peut pas... Cette diplomatie, si vous voulez, cette manière de faire de la diplomatie
par Donald Trump, c'est quelque chose qui bouge en permanence, sur lequel les affirmations ne sont jamais garanties, qui peuvent encore une fois changer littéralement de bord très rapidement, et qui surtout, nous en parlions avec Vincent Roy il y a quelques jours sur votre antenne, sont réellement peu efficaces. C'est-à-dire qu'on a vu aujourd'hui, en tout cas sur le terrain économique, sur le terrain géopolitique, très peu de réussite, et en tout cas, même si ça avait été annoncé par l'administration américaine, ce combat tarifaire, monétaire, géopolitique serait long. Certes, M. Trump a fait avancer sa propre marque et ses propres intérêts personnels, mais sur le concret des réussites économiques, géopolitiques et tout ce qu'il avait pu annoncer, on en est très loin. Il va d'ailleurs recevoir quelqu'un qui l'a fait lambiner, vous voyez, il est méprisant avec les Européens, mais M. Poutine a été à la limite du mépris avec Donald Trump, si vous voulez. Aujourd'hui, on est dans un contexte où il n'est pas aussi fort, et loin d'être aussi fort que ce qu'il pensait être. Et aujourd'hui, je pense que les Européens, pour être très concrètement, moi souvent à Bruxelles, c'est un message qu'on essaie de leur faire passer, devraient, collectivement, et c'est difficile, il y a des ennemis de l'intérieur, disons-le clairement, des gens qui jouent perso, qui jouent avec différents bords, à l'intérieur de l'OTAN, à l'intérieur même de la construction de ce qui peut être le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. Vous savez, Monsieur Trump aujourd'hui, il n'accumule pas les réussites. Alors, il occupe l'espace géopolitique, il occupe l'espace médiatique, il sature par des positions. Il y en a eu quand même quelques-unes, par exemple entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ouais, alors vous me parlez d'un sujet que je connais très bien. Et vous allez demander à des Arméniens aujourd'hui comment ça se régule entre le Haut-Karabakh et les couloirs de circulation potentielle entre les Azéris, entre les deux territoires qui sont contrôlés par l'Azerbaïdjan. Rien n'est réglé dans cette affaire, même si eux-mêmes ont appelé à un prix Nobel pour Monsieur Trump. C'est faux, ça n'existe pas, il n'y a rien qui a été réglé. Sur un autre continent que je connais très bien, le sujet je le connais par cœur, entre la RDC et le Rwanda, rien n'est réglé aujourd'hui. Donc que de la façade. Ce sont des accords aujourd'hui qui sont des accords de façade, qui ne construisent rien de concret sur le terrain, qui permettent à peine des cessez-le-feu, et qui n'existe pas en fait en réalité sur le terrain concret. Mais c'est normal, le monde aujourd'hui est beaucoup trop complexe pour être réglé en 48 heures, réglé à coup de tweets, même si la diplomatie a beaucoup changé, et ça Donald Trump il a raison, il s'est engagé dans un rapport de force permanent, mais il y a tellement d'acteurs si vous voulez que même si vous êtes l'ogre américain, vous n'avez pas toujours raison. Et par exemple, Panama, où ça devait être réglé en 15 jours, vous savez, Panama est résisté, Panama reste très sous emprise chinoise, et Donald Trump n'a pas réussi à changer la donne. Gilles Boutin. Oui, bonsoir, Jean-Christophe Gallien. Je voulais commencer par une observation d'abord, et je serais curieux de savoir si vous la partagez, sur le cadre communicationnel du fort de Brégançon. Je ne trouve pas que ce cadre ait jamais bien servi les présidents, car sur des sujets graves comme celui dont il est question, il donne toujours l'impression que le président a mis son costume entre deux baignades, et puis surtout on le voit le teint aller avec ses deux ministres derrière. Donc je dirais que sur le plan communicationnel, il n'est pas aidé là-dessus. Maintenant sur le fond, qui est aussi une question de forme, avec cette façon que les Européens ont eu de vouloir restituer l'échange qu'ils ont eu avec Donald Trump, d'insister sur ce qu'ils ont souhaité entendre de la part de Donald Trump, en précisant bien que le président américain a dit qu'il ferait tout pour obtenir un cessez-le-feu, que les questions territoriales se traiteraient exclusivement avec les Ukrainiens, et enfin de conclure que cette position sur le cessez-le-feu est soutenue par les Européens. Est-ce que en définitive tout cela, cette initiative de Trump avec Poutine, n'est-elle pas plutôt subie que soutenue? Et trouvez-vous que le décorum, la mise en scène européenne est réellement convaincante? Alors c'est vrai que communiquer au cœur de l'été européen, qui est un vrai été européen, avec certains chefs d'État et de gouvernement qui sont vous avez dit très justement, en situation de vacances. C'est pas un gros mot d'être en situation de vacances, même quand on a un chef d'État et de gouvernement. Exactement. Maintenant, et surtout et là, ça rejoint votre position, le monde est dans cette instabilité dont on parle. Le monde lui-même est rythmé
non pas par eux, mais par Donald Trump, très clairement, très concrètement, celui qui rythme aujourd'hui, en tout cas le monde qui nous concerne, nous principalement, et peut-être moins évidemment l'Asie, encore que là on pourrait discuter aussi, eh bien il est gouverné par quelqu'un qui lui ne semble jamais en vacances, même s'il est tout le temps entre différents types de résidences, et que ça l'empêche pas de communiquer depuis Mar-a-Lago, de communiquer par d'autres endroits, sur des parcours de golf, mais c'est presque consubstantiel de la manière de travailler de Donald Trump. Là, nous, effectivement, on peut se poser la question de l'efficacité de cette communication estivale, alors même que on est en train de parler de sujets qui sont très concrets, des sujets qui impactent notre réalité. Ça va pas être simplement l'Ukraine, ça sera aussi nous, puisque si cette capacité de résistance n'existe pas, si cette capacité de dire non, ou en tout cas d'orienter, ce qui est évidemment très lointain aujourd'hui, le débat va se faire entre Poutine et Trump, et pas entre Poutine, Trump, Zelensky et l'Europe. Ce sera vraiment une rencontre bilatérale, mais qui a vocation, comme dans d'autres époques, de puissance plus forte peut-être pour la Russie et les États-Unis, de gouverner en tout cas une partie des affaires du monde. Eh bien, oui, on est encore un peu loin. Et donc, la communication n'a pas aidé. Et c'est une résistance, si vous voulez, qui subit le rythme mené par les autres. C'est-à-dire que là, vous avez raison, c'est que on court après un événement. On court après quelque chose qu'on ne maîtrise pas et sur lequel on doit réagir plutôt qu'agir. Et là, je me mets dans vos pas. Vincent Roy. Oui, bonsoir. Le président Macron nous dit que, en accord avec Donald Trump d'ailleurs, que de toute façon, pour la question des territoires, la question ne pourra être tranchée qu'en présence de l'Ukraine, c'est-à-dire que c'est Volodymyr Zelensky qui lui-même tranchera cette question qui, à mon sens, est centrale. Est-ce que ce n'est pas, d'une certaine façon, de la part de Donald Trump, mentir, car on voit mal comment M. Trump pourrait faire admettre à Vladimir Poutine que les 15% de territoire qu'il a pris sur l'Ukraine, eh bien, à un moment ou à un autre, il va les rendre. À mon avis, c'est la part non négociable de Vladimir Poutine dont il s'agit. C'est-à-dire qu'à mon avis, alors dans les 15% dont vous parlez, il y a des territoires qui, vous avez raison, ne seront jamais rendus. Soyons clairs. Évidemment, ce sera un deuil national pour les Ukrainiens. La clé, c'est certains territoires, et notamment les mouvements qui sont à l'œuvre en ce moment, par les Russes, qui ont affirmé quelques espaces de conquête supplémentaires loin de quelque chose qui s'impose davantage à l'intérieur des terres ukrainiennes, et qui ne sont pas contrebalancés par des conquêtes de l'autre côté. Donc on n'a pas, là, pour le coup, il n'y a pas d'efficacité ukrainienne. Et donc on se jouera sur quelque chose il y a des territoires sur lesquels il va y avoir une grosse conversation. L'Ukraine ne peut pas tout perdre, la Russie ne peut pas perdre tout ce qu'elle a pris. C'est là-dessus que va jouer cette espèce de... est-ce que c'est quelque chose qui ressemblera à une coréanisation ? Est-ce que ça va être quelque chose qui ressemblera à une finlandisation, comme on disait à l'époque? Mélangez tout ça et vous trouverez peut-être une solution. Et puis derrière, est-ce qu'on adhère à l'OTAN? Est-ce qu'on est en capacité de recevoir un soutien militaire et commercial depuis l'Union européenne? Beaucoup de paramètres vont jouer. Bien sûr, très existentiels, c'est ceux dont vous parlez, c'est-à-dire ceux des territoires et de la géographie. Mais cette géographie, elle va être attaquée. Oui, elle va être attaquée des deux côtés. Il y aura une grosse négociation. Je suis d'accord avec vous. Il n'y aura pas de retour en arrière surtout. Mais peut-être quand même des ajustements. Une dernière question de Vincent Roy. Oui, je me souviens au tout début de la guerre, j'avais eu une grande conversation dans un cadre professionnel, dans le cadre d'une interview, avec Hubert Védrine. Et déjà, mais la guerre était débutée depuis un mois. Et déjà, il me disait, la seule solution viable, c'est de faire en sorte que les deux sortent par le haut, c'est-à-dire une bataille de communication en quelque sorte. C'est-à-dire il faut arriver à un tel niveau diplomatique d'une certaine façon que le peuple ukrainien ait le sentiment que finalement il remporte la partie et que le peuple russe ait le sentiment qu'il remporte aussi la partie. Ça va être quand même une drôle d'histoire tout cela, non ? Oui, et puis en plus ça ressemble à de la diplomatie d'avant. Oui, si je peux absolument. me permettre, c'est-à-dire que c'est là où Hubert Védrine, finalement, il n'est pas concrètement, le monde d'aujourd'hui, on n'est pas dans cette espèce de logique, effectivement, plutôt intelligente. C'est-à-dire que, vous voyez, c'était comme ça que se résolvaient les conflits. Alors après, c'est difficile à mettre en œuvre, parce que vous avez raison de le dire, ça passe aussi par une communication aujourd'hui qui est omniprésente. Oui. Ça n'est pas une affaire de lobby, c'est-à-dire on n'est pas dans un bureau ou dans une salle à l'abri des regards, à l'abri de tous les sonneurs. Non, là, ça se sait en direct ou quasiment, et puis chacun d'entre eux veut beaucoup en parler.
Et puis surtout, je crois qu'il y a derrière tout ça, est-ce qu'on est certain de la volonté, par exemple, je dis pas il y a un acteur en partie qui m'interpelle, c'est est-ce que la Russie veut vraiment mettre fin à ce conflit tout de suite? Oui. J'ai un petit doute. On s'en a parlé. Et Volodymyr Zelensky a le même doute, effectivement. Il l'a exprimé tout à l'heure. Merci Jean-Christophe Gallien de nous avoir éclairé ce soir. On évoquera évidemment encore une fois cette question à 20h10 avec nos deux prochains invités, Violetta Moscalou et Patrick Martin-Genet. Ça sera à 20h10. Mais dans un instant, on parlera de ce qui s'est passé du côté de Noisy-le-Sec, une soirée cinéma annulée sous la pression d'un petit groupe d'individus. On en parle dans un instant. À tout de suite.